Bonjour, bienvenue pour ce nouvel épisode de Autour du vélo cargo. Nous sommes ici à Lille, en direct, en tout cas dans les conditions du direct. J'ai autour de moi 4 invités qui vont nous faire partager leur vision de la cyclomobilité professionnelle et de comment on fait pour vivre à vélo à Lille. Donc nous avons à ma gauche, pour commencer, Noémie Rogeau, je gère une entreprise qui s'appelle 2R Aventure et on travaille sur les sujets d'accompagnement de transition de mobilité pour les usagers, les employeurs et les collectivités. super. Pierre Posmic, adjoint au maire de Lille, mobilité active, vélo piéton et conseiller métropolitain. Merci. Nous avons ici Jérémy. Jérémy Gilbert, représentant de la marque Carbone Zéro, une entreprise de cyclo-logistique à Lille. Super. Et enfin, Et Thibaut De Bruyne, chef de projet mobilité et logistique à la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Lille. voilà. Donc nous avons, avec ces 4 invités, 1 heure à passer pour une discussion à bâton rompu autour du vélo cargo. Je vous rappelle que vous retrouverez l'intégralité de cet épisode, de cette discussion, donc sur notre chaîne YouTube, La France à vélo cargo. Vous pouvez aussi nous suivre sur le site internet lafranceavélo-cargo.fr et sur les différents réseaux, notamment LinkedIn et Instagram. Toujours pareil, La France à vélo cargo. Et nous allons partir, vous le savez, lundi. Donc nous sommes aujourd'hui sur on a appelé ça notre prologue, une journée complète à Lille pour lancer les opérations. Je vous remercie, je vous retrouve très vite sur la route ou sur les réseaux. Donc nous sommes retour au plateau. Et donc on rentre tout de suite dans le vif du sujet. La première question rituelle que je pose à tous mes invités, c'est vous et le vélo. Donc aujourd'hui, quelle est la place du vélo dans votre vie, mais plus précisément, si vous roulez avec un vélo, lequel ? Est-ce que vous pratiquez le vélo taf ? Est-ce que vous allez travailler au vélo ? Est-ce que vous allez travailler à vélo ? Et puis on terminera, on fera 3 tours comme ça. Le 3e tour, ce sera pour raconter une petite anecdote, si vous avez quelque chose d'un peu croustillant ou en tout cas mémorable qui s'est passé avec le vélo. Ça nous intéresse de savoir. Donc on commence avec Noémie. Sur quoi tu roules ? Moi, je roule sur un vélo cargo, un lot de Riesenmüller qui est tout suspendu pour pouvoir transporter mes 2 enfants. Et le 3e en route, et la suspension me fait du bien. D'accord, super. Merci. Alors moi je suis multimodal, je prends le métro, le bus, le train, l'autopartage parce que j'ai pas de voiture et bien sûr je fais du vélo aussi. Alors c'est le Vélil, c'est mon vélo et j'ai aussi un vélo cargo pour faire mes courses et je confirme le tout suspendu, c'est bien sympathique. Bon, super. La multimodalité, on en parlera aujourd'hui, notamment avec Thibaut. Jérémy, le vélo ? Alors moi je roule sur plusieurs vélos, je suis également multimodal, voiture, train, moto parfois aussi pour venir au travail. J'habite à 40 km de Lille. Et sur le vélo, je roule sur un Muli quand je suis dans l'île, donc c'est un petit vélo cargo. Je roule parfois en tant que coursier sur plutôt un Bullit. Et le week-end, j'alterne entre un bomb track, qui est plutôt un VTT pour faire des longues distances, et après sur un commande salle pour rouler sur les champs de bosse avec mon fils. Super. Bon, il y a du multimodal et du multicycle. Alors après un bel usager du vélo, vous avez un usager moins régulier, je dirais. Donc je fais pas de vélo pour le vélo taf. Moi, je suis plutôt un piéton et un usager des transports en commun sur la ville de Lille. Mais j'utilise vraiment à titre occasionnel, en cadre de vacances. Voilà, un usager moins régulier. Ok. Alors, on va recommencer avec Thibaut. Malgré tout, est-ce qu'il y a une anecdote savoureuse ou en tout cas un souvenir particulièrement mémorable à vélo ? C'est une bonne question. C'est que justement, c'est vrai que en tant qu'usager moins régulier, c'est vrai que moi j'ai des souvenirs de vacances avec mon fils notamment l'année dernière où pendant une semaine on passe juste à utiliser du vélo. Enfin, on utilise le vélo au quotidien. Et c'est vrai que là on se pose la question de transiter à un usage plus régulier, notamment pour le vélo taf. Mais j'essaie de conseiller l'usage dans un cadre professionnel, mais on va y revenir juste après, j'imagine. Oui. Jérémy ? Moi j'ai un souvenir d'enfance, je devais avoir entre 6 et 8 ans, et j'ai confondu un terrain plat par un fossé d'ortie, et donc je suis passé directement dans le fossé en vélo, et j'ai encore le souvenir alors que j'ai 40 ans. Une illusion d'optique qui a coûté quelques brûlures. Bon,
Alors, une anecdote, c'est au début du mandat, je suis sur un Vélil arrêté au feu rouge et une personne traverse et me dit « Bonjour, monsieur Posmic ». Donc je me suis dit, heureusement que je me suis arrêté, parce que sinon on aurait dit l'élu, il passe au rouge. grille les feux rouges. Du coup, maintenant on supprime les feux à Lille, c'est-à-dire qu'en fait, comme on est zone 30, on est une ville apaisée, par exemple pour les places comme Philippe Lebon, Jeanne d'Arc, Strasbourg, etc., on peut se permettre de supprimer le vélo et de faire des ronds-points à la hollandaise, par exemple. Supprimer les feux rouges. Voilà. Les feux rouges, pardon. Pour Supprimer les permettre feux le vélo. Voilà. Merde. Je pense que des anecdotes, on en a tous beaucoup. Moi, celle qui me vient plutôt en tête, c'est mon premier job, c'était en Inde. Moi, j'avais grandi avec des vélos, et c'était mon moyen de locomotion. J'ai grandi en région parisienne, donc j'avais en plus eu mon permis très très tard et j'aime pas conduire. Donc je me déplaçais à vélo et ça faisait hurler mes collègues indiens qui comprenaient pas qu'une blanche puisse se déplacer à vélo. Et j'avais à peu près autant de place que les vaches. Alors je sais pas si vous voyez en Inde, mais les vaches sont sacrées, donc on n'a pas le droit de les toucher. Donc ils me laissaient 2 mètres sur la chaussée compte tenu du trafic indien. C'était assez drôle de les voir s'écarter comme ça parce que j'étais la seule blanche à pouvoir faire ça. Il a sans doute fallu une petite réacclimatation en rentrant en France parce que l'espace, justement, le dégagement autour des cyclistes, c'est un vaste sujet et c'est pas toujours, effectivement, pas toujours le cas. Merci pour ces anecdotes. Il y a des choses intéressantes qui ressortent de ces témoignages. On parle de donner l'exemple. Et c'est vrai que, moi le premier, j'ai beaucoup de mal à m'arrêter au feu, j'ai beaucoup de mal je trépigne de dire je pourrais passer. Mais c'est vrai que si on veut promouvoir une bonne cohabitation entre les différents usagers, il y a des efforts à faire pour que effectivement les gens se sentent pas respectés ou en tout cas voilà, pas véhiculer une image un petit peu irrespectueuse quand on est au guidon d'un vélo. Très bien, merci pour ces premiers partages. Maintenant, on va refaire le tour dans l'autre sens. On va commencer avec Noémie. Est-ce que tu peux prendre 1 ou 2 minutes pour te présenter de façon plus approfondie et nous expliquer ce que tu fais et quel est justement le rôle, la place du vélo dans ton activité professionnelle ou dans ton activité principale ? Alors ce que je disais en introduction, c'est que je gère une entreprise qui est basée à Bondu, donc sur la métropole lilloise. On travaille sur les sujets d'accompagnement de mobilité, notamment du switch de la voiture individuelle vers la mobilité durable, avec un accompagnement autour des usagers. Donc on a un showroom à Bondu pour que vous et moi qui nous déplaçons au quotidien puissent changer. Donc Thibaut, tu es le bienvenu pour pouvoir essayer et venir voir. L'idée, c'est vraiment d'accompagner parce qu'en fait, on ne passe pas de la voiture au vélo du jour au lendemain. Waze, ça n'existe pas de façon pratique sur le vélo. Donc, il y a plein d'outils. Il y a du GeoVélo, il y a du Google Maps, etc. Mais ce n'est pas la même façon. On ne stationne pas de la même façon, surtout quand on achète un beau vélo qui correspond à un usage majoritairement du quotidien. On ne l'entretient pas de la même façon non plus. On ne le finance pas de la même façon, etc. Donc c'est vraiment l'idée d'accompagner les usagers. On travaille aussi beaucoup avec les employeurs qui sont largement prescripteurs des trajets domicile-travail et de la mobilité pro, parce que aussi de la même façon aussi votre employeur il met pas en place un stationnement à minima. En fait, vous n'allez pas au boulot à vélo. Donc, il y a toute une logique autour de programmes portés par la Fédération des usagers de la bicyclette qui s'appelle Employeur Pro Vélo, qui permettent justement d'accompagner cette démarche-là et de se dire qu'en fait, c'est une démarche à la fois RH, forcément RSE sur les logiques carbonées, mais aussi économique, parce que le parking aujourd'hui, ça a un coût. Donc, si on arrive à transvaser ces jauges-là, ça devient intéressant. Et on travaille avec certaines collectivités sur des expérimentations. L'idée, c'est de se dire qu'il n'y a pas une formule magique sur les sujets de mobilité. Et je prends les exemples de la métropole lilloise où on est à une part modale aux alentours de 2%. Alors vous me direz si je me trompe, mais c'est à peu près ça, si mes chiffres sont bons. À Courtrai, on est à 5 km. En Belgique, on est plutôt à 15%. C'est la même météo. Il y a à peu près, il y a à peu près le même climat. Un climat à la Jacques Brel, si on l'appelle comme ça. C'est à peu près le même dénivelé. Et donc il y a vraiment une logique de culture, de service vélo, et de se dire comment est-ce que justement on peut engager les gens. Donc il y a des programmes comme celui que porte Thibaut autour du programme Marguerite qui est hyper intéressant pour voir plus de vélos en ville, plus de vélos cargo. Il y a des choses autour de l'insertion et des quartiers prioritaires de la ville. Il y a des choses autour de l'usage du foncier et de l'usage immobilier et de l'aménagement plus immobilier, etc. Donc voilà, on essaye de porter des expérimentations autour des incitatifs doux. Nous, c'est un peu notre dada. De dire on pourra... Incitatif doux, hein, c'est ça, ouais. C'est le terme que tu as employé. Alors, le terme pratique, c'est les nudges. Tout le monde va chercher parce que personne ne connaît. Mais c'est l'idée, en fait, que chacun ne soit pas forcé
ou que ça ne soit pas coercitif, mais qu'on incite et qu'on donne envie. Parce que je pense qu'une des façons de passer au vélo, c'est aussi de faire en sorte que ce soit un plaisir pour tout le monde. Parce que si c'est juste pour des questions écologiques, en vrai, vous ne transformez pas. Et même moi, je pense que je ne le ferai pas. Mais si on découvre qu'on prend plaisir à vélo parce qu'on est dehors, parce que c'est plus facile, parce qu'on est en meilleure santé, et parce que les enfants sont plus heureux dans un vélo cargo que dans une voiture, bah là, tout de suite, on change un peu les comportements. Ouais. Voilà un peu ce qu'on fait. Ok, merci beaucoup, Noémie. Alors, à la ville votre rôle particulier au sein de l'équipe municipale de Lille. Oui, alors peut-être pour répondre, l'enquête date un peu, on est en train de refaire une nouvelle enquête. Nous, on s'attend à être à 10% en part modale sur la ville de Lille, qui n'est pas la même chose que sur la métropole. Pourquoi on en arrive là? Au début du mandat, Martine Aubry m'a confié la délégation des mobilités actives. Pour situer la date, pour que le... 2020. Voilà, 2020. Martine Aubry m'a confié la délégation de la mobilité active et de la biodiversité. Donc là, j'ai senti un peu le poids sur les épaules. J'ai réuni les services. On a commencé par faire un schéma cyclable pour avoir jusqu'en 2035. Donc vous voyez qu'on commence seulement. Mais pour savoir où on va, parce que après on a ce qu'on appelle un PPI, un plan pluriannuel de travaux, d'investissement de la métropole qui nous donne des budgets à l'année, au mandat, etc. Et donc il faut savoir par où on priorise, par où on commence. Donc on a une règle avec à la ville de Lille qui est le 50-50 maximum, c'est-à-dire qu'il nous faut déjà faire de la place pour le vélo. Donc c'est 50% de la place de la voirie quand on refait une voirie maximum pour la voiture. Souvent on est en dessous. Voilà. On est à 30%. Pourquoi? Parce qu'on supprime des places de parking pour faire la place et puis au final il reste un peu de place de parking et la voirie de circulation. Et puis on laisse le reste aux piétons, à la biodiversité. Pourquoi? Parce qu'on replante, on revégétalise pour que ça soit plus agréable de faire du vélo aussi, surtout par les fortes chaleurs. Et du coup, pourquoi ce schéma cyclable? Parce qu'en fait, si on veut rendre agréable le fait de faire du vélo, il faut qu'on ait des continuités cyclables. Il faut que la métropole a décidé que toutes les pistes allaient être rouges. Elles sont rouges, comme en Belgique. Du coup, elles sont clairement identifiables. C'est mieux pour les piétons, mais en plus, on les voit. Nous, à la ville de Lille, on a insisté pour qu'elles soient dessinées au niveau du carrefour. Donc maintenant, on a les continuités sur les carrefours. On travaille aussi sur les continuités pour sortir de la ville, comme au pont de Tournai, comme à Porte d'Arras, etc. Le pont qui est juste au-dessus de nous, le Corbusier, voilà, pour rejoindre Saint-Maurice, Mons, enfin toutes les communes limitrophes, pour permettre aussi aux vélos cargo d'entrer et de sortir dans la ville, de sécuriser. C'est vraiment ce qui nous importe. C'est la sécurisation par les pistes, en fait, la continuité des pistes. Et c'est là-dessus qu'on travaille avec les services. Okay. Voilà. On reviendra tout à l'heure justement sur la répartition des rôles, qui fait quoi dans les aménagements, etc. On ressent en tout cas dans le public parfois une certaine complexité justement et on parlait de continuité de la piste cyclable et parfois de la continuité des missions aussi. On verra comment ça se passe concrètement. Merci. Jérémy? Avec Carbone Zéro, nous on décarbone la ville, décarbone plutôt les livraisons et on apaise aussi parce qu'on le fait 100% en vélo cargo. Pour avoir un petit ordre d'idée, on transporte environ une 30aine de tonnes par jour de marchandises qui transitent via notre entrepôt. On reçoit 7 camions de 19 tonnes, ne serait-ce que pour un seul client qui est Leclerc. Et on affrète 7 drives piétons tous les jours, toutes les 2 heures, du lundi au samedi. Et ensuite, on a travaillé aussi avec des entreprises pharmaceutiques, donc OCP, qui livrent une 20aine de pharmacies avec nous chaque jour, en début d'après-midi, sur 3 tournées. Voilà, globalement. Donc, on est une entreprise avec actuellement 16 employés, 16 temps plein, qui sont répartis en équipes. Une équipe le matin qui va s'arrêter plutôt vers 13h30 et une deuxième équipe pour couvrir l'amplitude horaire de 8h à 20h du lundi au samedi. Voilà un petit peu notre métier. Donc tu travailles tu l'as dit, avec des salariés, c'est le principe. Oui, le principe aussi de l'entreprise, c'est d'être aussi vertueuse et de ne pas précariser la livraison, qui est un métier quand même très précaire, avec beaucoup d'auto-entrepreneurs, comme on peut le croiser dans la ville. Notre volonté, notre vision, en fait, c'est vraiment de créer des emplois durables, sécuriser ces emplois. Et le CDI est
un bon compromis pour tout ça. Ok. Juste en 2 mots, ton activité a commencé quand et l'activité, c'était d'emblée de la cyclo-logistique ou est-ce que c'était de la livraison Pas vraiment. Moi, j'ai commencé en septembre 2017 par livrer en vélo cargo des produits locaux avec une première entreprise qui s'appelle Mes Voisins Producteurs, qui existe toujours. D'accord. Et depuis janvier 2024, j'ai créé Carbone Zéro. Et là, c'est purement de la prestation de service et uniquement 100% de la livraison vélo. D'accord, super. Merci. Thibaut. Donc, par rapport à ce que je disais en introduction, donc, je suis chef de projet mobilité et logistique à la CCI. Et il faut savoir que donc, la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Lille est impliquée sur les sujets mobilité depuis maintenant plus d'une dizaine d'années. Et quand on dit mobilité et logistique, je dirais qu'il y a 2 grands axes qui sont le management de la mobilité et la logistique. Management de la mobilité, c'est plus historique. Donc, il y a 2 grandes actions, je dirais, sur lesquelles je suis amené à travailler. Il y a la co-organisation d'un challenge de la mobilité en Hauts-de-France, qui est fait avec de nombreux partenaires et dont on reviendra, j'imagine, par la suite pour revenir sur ce réseau de partenaires. Ouais. Et ce challenge a lieu en fait au mois de septembre, du 15 au 20 septembre 2025 pour cette année. Et l'idée, c'est d'inciter les salariés des entreprises des Hauts-de-France à se déplacer autrement qu'en voiture individuelle. Et c'est là où finalement il y a le spectre des modes actifs qui vient se greffer à la démarche. Et voilà, c'est un bel événement qui vise un petit peu à sensibiliser les salariés et les entreprises à ce sujet. Et notamment Challenge Mobilité. Challenge de mobilité Hauts-de-France. Okay. Très événement, on va avoir la 11e édition cette année. Et l'idée, c'est d'inciter finalement les établissements des entreprises à mettre en place des plans de mobilité employeurs. Okay. Événement, pour vous donner un ordre d'idée, 229 établissements l'année dernière qui représentaient pas loin de 150 000 salariés. Ah oui, donc un événement d'une belle envergure. Et il existe d'autres challenges de ce type à l'échelle nationale. À la hauteur des Hauts-de-France. Alors il y a d'autres, mais dans d'autres régions, oui, Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes. Enfin, voilà. Donc ça, c'est un gros sujet. Je pense qu'on y reviendra dans le travail de collaboration entre plusieurs acteurs. J'anime également des fresques de la mobilité qui sont un petit peu basées sur le principe des fresques du climat. Et l'idée, c'est d'encourager finalement les entreprises à mettre en place des plans de mobilité au sein de leur établissement. Et casquette plus récente et qui permet de faire le lien aussi avec l'équipe voisinante, j'ai une casquette de coordinateur territorial du programme Marguerite. Oui. Le programme Marguerite est un programme C2E qui vise à faire tester aux commerçants et aux artisans de plusieurs territoires. Alors, là, on est à Lille, donc c'est sur l'île Lhomme et Hélène, mais c'est un programme qui a une envergure nationale qui se déploie aussi sur Nantes, Bordeaux, Paris, Aix-Marseille et Lyon. J'en ai oublié aucun. Et l'idée, c'est de développer des catalogues de solutions. On a 2 représentants ici qui font partie de notre catalogue de solutions pour encourager ces commerçants et ces artisans à changer leurs pratiques de mobilité. Okay. Voilà un petit peu l'idée. Super. Alors justement, ma question... la question suivante, c'était de savoir, est-ce que vous vous connaissez, non pas personnellement, parce que c'est peut-être le cas, mais ce n'est pas le sujet, mais vraiment, est-ce que vous avez déjà travaillé ensemble, justement, sur certains sujets? Est-ce que vous avez déjà collaboré pour faire aboutir des projets ensemble? On a évoqué, Thibaut, tu évoquais le fait d'avoir déjà travaillé. Qu'est-ce qu'on peut commencer par là, peut-être? Je connais professionnellement tout le monde. Alors, par rapport au programme Marguerite, donc Jérémy et Noémie sont engagés dans le cadre du programme et donc font partie du catalogue de solutions. Alors, pardon, j'aurais juste, parce qu'on a parlé d'un programme C2E, est-ce que tu peux nous dire en 2 mots de quoi il s'agit? Les programmes C2E, c'est des programmes qui visent à... C'est une obligation pour les fournisseurs d'énergie de s'engager dans des programmes d'économie d'énergie. Et il y a plusieurs types de programmes d'économie d'énergie. Et le programme Marguerite vise à cibler la problématique énergétique de mobilité des commerçants et des artisans. Je ne vais pas rentrer dans un détail. En 3 mots, il y a des gens qui, de par leur activité, émettent beaucoup de En gros, c'est ça, de grands... on les fait payer quelque chose. C'est ça, et ils ont un certificat en retour suite à leur engagement. Et cet argent-là, il est fléché vers des projets qui tendent à décarboner. Voilà, c'est ça, exactement. C'est exactement l'idée. Et donc, ce que je disais, ici, autour de la table, on a deux entreprises qui sont engagées sur le programme Marguerite, et on a aussi une ville de Lille qui est engagée sur le programme Marguerite. Donc, et clairement, on est tous les 3 amenés à travailler là-dessus. En tant que CCI, on est aussi amené à travailler avec la ville de Lille en tant que partenaire de la Maison des Mobilités Durables qui nous accueille aujourd'hui. On a pu travailler avec Noémie sur le challenge à la mobilité, et où ça permet de parler des partenaires du challenge. Donc, il y a le réseau Alliance, la métropole européenne de Lille, la région, l'ADEME,
la SNCF et le département du Nord qui sont des grands partenaires. Et donc tout ça, c'est des acteurs qui travaillent ensemble sur ces sujets mobilité. D'accord. Alors on reviendra, j'avais lancé les collaborations, mais avant ça, j'aurais juste un état des lieux, enfin en tout cas pour donner une idée à d'autres personnes qui vont regarder ce programme et qui n'habitent pas à Lille. Comment ça se passe globalement? Comment ça se passe à Lille pour ce qui est la vie à vélo, le travail à vélo? Donc pour, par exemple, Jérémy, toi tu travailles tous les jours à vélo. Comment ça se passe à Lille? Alors, ça se passe beaucoup mieux qu'avant. Je suis arrivé à Lille pour mes études, donc j'avais 20 ans. Et je faisais déjà du vélo. C'était un peu sport, en fait. Je comprends qu'il y avait peu de gens qui faisaient du vélo. On était très peu considérés par les automobilistes, en grande partie. Les piétons aussi. Aujourd'hui, ça se passe beaucoup mieux. En effet, les pistes cyclables commencent à vraiment ressembler à des pistes. Mieux qu'un petit marquage au sol. C'est quand même vraiment mieux. Ça se passe plutôt bien. Sur une petite volonté, c'est nous, pour décharger, il y a très peu de places de livraison disponibles. Et souvent, elles sont empruntées par des voitures stationnées. C'est le seul petit hic. Mais aujourd'hui, après, de par aussi la taille de nos vélos cargo et remorques, je pense qu'on est aussi considéré par l'effet de taille par rapport à une voiture. Ouais, oui. Je pense que ça peut jouer. Et donc globalement, il n'y a pas d'obstacle majeur à exercer une activité à vélo dans une ville comme Lille, d'après toi? Non, moi je trouve que ça fonctionne bien. En plus, c'est plat. Ouais. C'est comme Courtrai, c'est très plat. À Lyon, ça doit être différent. À Paris aussi. Non, ça fonctionne plutôt bien. C'est aussi pour ça qu'on est implanté à Lille. Ok, très bien. Alors on terminera par la ville de Lille, mais Noémie? Alors moi je vais un peu séparer les deux sujets. En tant qu'usager et utilisateur, je pense qu'en effet il y a eu des progrès colossaux qui ont été faits. Moi j'habite sur un axe qui n'est pas encore sécurisé, qui est l'avenue de Dunkerque, et qui est assez dangereux, et avec des petits-enfants je ne les mettrai pas à vélo tout de suite, clairement. Mais il y a des travaux qui sont en cours et qui rentrent dedans. Je pense que les travaux qui ont été faits notamment avec l'association de droit au vélo, de cartographier les points noirs, de remonter ces éléments-là, etc., ont un rôle important à jouer. Après, à l'échelle métropolitaine, on n'a pas du tout les mêmes approches. Je pense que ce que vous disiez tout à l'heure, la part modale sur la ville de Lille, elle n'est pas du tout la même que celle qu'on va retrouver à Roubaix et Tourcoing. Donc il y a des enjeux qui sont très différents et qu'on voit, nous, dans les usages ou dans les accompagnements des employeurs par rapport à leurs collaborateurs, qui sont assez importants. Après, ce que moi je trouve très intéressant, on anime avec Céline Oberlé, qui est la gérante de Vera Cycling, qui est la magnifique guépette que tu as sur la tête, un cercle vélo qui regroupe de façon très informelle, une fois par trimestre à peu près, les acteurs du vélo au sens large, donc c'est associatif, professionnel, etc. Et on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'acteurs, et qu'il y a de plus en plus d'acteurs qui coopèrent ensemble ou qui sont prêts à coopérer. Et ça, moi, je trouve ça hyper intéressant parce que du coup, ça crée une vraie équipe qui donne des infos, qui partage, qui propose des solutions, et que ces solutions, elles peuvent être co-construites, partagées, diffusées, et qu'on a du coup, comme dans le cadre du programme Marguerite, pas une seule solution, mais un bouquet de solutions et un bouquet de partenariats. Et donc ça, moi, je trouve ça hyper intéressant. Après, notamment sur les sujets des collectivités, on reste assez formalisé par les marchés publics. C'est toujours des enjeux qui ne sont pas forcément très très faciles, parce que les acteurs du vélo sont majoritairement des petites structures. Et donc répondre à ces appels d'offres, déjà pour les collectivités, c'est compliqué à mettre en place un appel d'offres. Ça, je pense qu'il faut en avoir conscience. Et pour y répondre, c'est hyper compliqué. Donc ça va limiter les partenariats, et ça va limiter les impacts locaux. Et du coup, il y a peut-être un flou dans la raquette ou quelque chose à trouver pour pouvoir faciliter les partenariats publics-privés un peu plus agiles, qui permettent d'aller plus loin. Donc voilà, les AMI comme Marguerite, je pense que c'est des super solutions. Okay. Au niveau de la ville, ma question a deux dimensions. La première, est-ce que ça fonctionne, mais aussi, qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas? C'est-à-dire, vous, en tant qu'élu, en tant qu'équipe municipale, au-delà des volontés que vous pouvez avoir, qu'est-ce qui se passe bien? Qu'est-ce que vous arrivez relativement facilement à mettre en œuvre? Et quels sont parfois les freins que vous observez dans le déploiement d'une politique cyclable?
Alors déjà, ça me permet, vous parliez de la Maison des Mobilités, et ça me permet en effet de vous dire la bienvenue dans cette Maison des Mobilités, qui est à l'initiative de la ville de Lille, et qui, avec nos partenaires comme la métropole, la DAV, la SPL Euralille et également l'Europe. Ça nous permet de nous réunir et de discuter et de faire avancer le schmilblick, comme on peut dire. Parce que c'est quelque chose d'important qu'on puisse se rencontrer, discuter et voir les problèmes de chacun. On en parlait tout à l'heure, vous êtes venu dans mon bureau, je vous ai demandé quelle est la problématique pour vous d'aller d'un point A à un point B, et j'ai besoin de connaître ces points noirs. Voilà. Ensuite, toute la difficulté, c'est de les résoudre. Il y a plusieurs solutions qui vont plus ou moins vite. On peut aller très vite en traçant des bandes cyclables, etc., mais qui ne sont pas forcément satisfaisantes. Et malheureusement, la plupart des travaux sont conséquents. On le voit sur certains de nos chantiers où on a Solferino qui dure 3 ans, Molinel 2 ans. Pourquoi ? Parce qu'il faut refaire notamment la surface, mais également l'infrastructure et refaire tous les réseaux. Et ça demande des travaux conséquents qui sont longs, qu'il faut donc prévoir, et les études sont longues également et qui sont coûteux. Je vous parlais d'un PPI, on a une enveloppe par la métropole, et donc il nous faut choisir à quel endroit on intervient ou pas. C'est pour ça qu'on aurait aimé pouvoir faire l'avenue de Dunkerque dans ce mandat-ci. Ça a pris un peu de temps, ne serait-ce que parce que vous parlez la difficulté, etc. Nous, on a aussi d'autres difficultés. C'est que l'avenue de Dunkerque, elle est sur Lille, Lomme, Lambersart. Il faut que ces trois-là soient d'accord, plus la métropole. Donc vous voyez tout l'enjeu, etc. Après, c'est vrai qu'on a facilité à se retrouver autour de la table, et c'est pour ça que, même si ça paraît très long, on arrive à résoudre le problème en 5-6 ans. Je suis désolé, c'est long, mais voilà, il faut, si on veut aboutir à des choses qui soient utiles et qui fonctionnent réellement, il faut vraiment qu'on puisse discuter. Et je ne peux pas déplacer les façades pour élargir les rues, j'en suis navré, mais voilà, il faut composer, et donc du coup il y a toute une réflexion qui se met en place, et parfois il faut aller jusqu'à intervenir sur le schéma non pas cyclable, mais de circulation tout court, et donc mettre des rues en sens unique pour permettre aux vélos de passer, les piétons. Et puis vous avez aussi ici notre exposition extramobile de la métropole, où on a le SDIT qui arrive, avec des nouveaux trams, des nouveaux BHNS, des bus à haut niveau de service, etc. Et là aussi, c'est des travaux qui vont être conséquents sur les mandats à venir, les 2 prochains, surtout le prochain d'ailleurs. Et du coup, voilà, c'est des choses où il faut demander de la patience aux riverains, aux habitants. Je pense qu'ils l'ont, parce qu'on a très peu de retours négatifs, malgré des travaux, la question que je voulais vous poser, malgré des travaux qui durent longtemps. On a très peu de retours négatifs, essentiellement des purs automobilistes. Oui. Donc voilà. Ils sont parfois très vocaux, on les entend beaucoup. Vous mettrez le off, mais c'est pas grave. Oui. Voilà, les automobilistes. Oui. Voilà, il faut admettre que le taux de voiture diminue. Voilà, c'est comme ça. Il faut faire de la place aux autres. Et donc du coup, on a vraiment très peu de retours négatifs, et les gens sont plutôt satisfaits. C'est vrai. Moi, je m'attache aussi à travailler avec l'ensemble de nos partenaires, et pas que ceux qui sont à la Maison des Mobilités, mais tout type d'association. On développe aussi le fait de réparer les vélos. On travaille avec Lille Bike, qui est une coopérative qui s'oppose à Uber Eats, et voilà, et donc on est fiers de les accompagner, et ils débutent les livraisons. Pour l'instant, c'est uniquement le midi, mais sur des restaurants locaux, ville de Lille, etc. On en parlait, voilà. Contrats, et donc pour nous, c'est important, voilà, parce que c'est notre vision du vélo, et voilà. Ok. On a parlé, alors ça fait le lien avec la notion de coopération et de travail ensemble. Mettre les acteurs autour de la table, justement, à Lille, est-ce que ça se passe facilement ? Est-ce que les gens sont proactifs ? Est-ce qu'ils ont envie de participer au dialogue ? Ou est-ce qu'il y a des tensions ou des vieilles rivalités ou autres qui mettent un peu un frein et qui rendent des choses un peu plus compliquées ? Je ne vais pas vous dire que tout se passe bien dans le meilleur des mondes, c'est pas vrai. Voilà, il y a toujours forcément des rivalités, des tensions. Il y a certaines personnes qui trouvent qu'on n'en fait jamais assez.
Moi, j'aime pas les extrêmes. Moi, je considère que la voiture a toute sa place en ville. Voilà. Mais tout autant que le vélo, le piéton, etc. Moi, ce que je vois vertueux, c'est que quand on fait de la livraison à vélo, comme le fait Carbone Zéro, quand on fait de la livraison à vélo, ça a plusieurs impacts. Ça limite la pollution, aussi bien acoustique qu'atmosphérique, etc. Mais aussi, ça a un autre bienfait qui est souvent méconnu, c'est que tous ces camions qui nous livrent, qui sont de plus en plus gros, démolissent nos varies. Ça nous coûte extrêmement cher. Quand on voit l'état de nos rues piétonnes qui ont été refaites il n'y a même pas 10 ans, une voirie, normalement, c'est 30 ans. Les rues piétonnes qui ont été refaites il n'y a même pas 10 ans, il y a des endroits où il faut déjà réintervenir parce qu'on a des camions qui viennent tout démolir rapidement. Le fait de livrer à vélo, ça nous permet de préserver nos voiries et en fait d'aller plus vite parce que du coup, cette enveloppe qu'on a, on la conserve et on l'utilise pour développer plus de pistes cyclables. Donc, au plus il y a de livraison à vélo, au plus je pourrai faire de pistes cyclables et au plus on pourra livrer à vélo. Voilà. Alors comment, pardon, mais ma question s'adresse à vous, mais aussi à tout le monde, comment est-ce qu'on fait la promotion auprès des consommateurs, justement, auprès des citoyens, pour le coup, qui sont aussi des consommateurs, pour les inciter à utiliser plutôt ou à privilégier des modes de livraison qui soient, ou des modes de consommation qui soient un peu plus vertueux plutôt que d'autres. Est-ce qu'il y a moyen d'agir de cette façon-là? Comment vous le faites, vous, chacun à votre niveau? Je peux revenir sur les deux sujets qu'on avait évoqués et je pense qu'il y aura, tu pourras peut-être rebondir sur tout ce qui est nudge d'ailleurs par rapport au challenge de la mobilité notamment. Il y a cette dimension où on est sur quelque chose de ludique sous l'aspect engagement sur de nouvelles pratiques de mobilité. Il y a l'aspect un petit peu fun. Pendant une semaine on essaie d'échanger avec ses collègues pour changer ses pratiques. C'est un temps fort, c'est une bonne dynamique au sein d'une entreprise, donc voilà, c'est aussi il y a ce côté sympa, ludification des pratiques. Et puis après, il y a aussi un aspect financier, comment on aide financièrement les gens. Par exemple, avec le programme Marguerite, il y a vraiment cette dimension de financer une partie du test d'une solution qui est plus vertueuse, que ce soit de la livraison en cyclo-logistique ou carrément de l'achat de vélo cargo. Enfin, il y a plein de possibilités dans le catalogue de solutions. On aide financièrement parce que des commerçants n'ont pas forcément les moyens peut-être de tester ou d'avoir la possibilité de tester plein de solutions. Il y a l'aspect aussi tout simplement financier qui peut être le nerf de la guerre dans certaines structures, quoi. Dans tes activités, Noémie, est-ce que tu interviens auprès de publics jeunes, par exemple, je pense dans les écoles, alors c'est plutôt le CMA, mais dans des CFA, dans des centres d'apprentissage, pour sensibiliser des futurs citoyens, des futurs adultes, des futurs professionnels à l'usage du vélo et leur faire comprendre qu'ils pourraient considérer cette option plutôt que de considérer que c'est la voiture et rien d'autre, quoi. Alors, nous, on n'intervient pas auprès du public scolaire, c'est vraiment une spécificité. Il y a un programme qui s'appelle Savoir rouler, qui est une obligation comme de savoir nager à la sortie du primaire, et qui est plutôt bien développé en fonction des mairies plus ou moins efficaces. Il y a aussi un programme C2E de la FUB, dont j'ai oublié le nom, qui accompagne justement ce savoir rouler et qui permet d'inciter les jeunes à être autonome à vélo, et donc il y a ces sujets-là. On avait cogité notamment avec les mains dans le guidon, qui sont des ateliers d'autoréparation, sur la capacité des enfants à pouvoir réparer et être autonomes sur la réparation de leur vélo, parce qu'en fait il y a aussi plein de sujets de se dire mon vélo il est crevé, il va passer 6 mois au garage et puis en fait je change parce qu'il est trop petit, etc. Donc comment est-ce qu'on accompagne ça? Et nous on va accompagner plutôt les employeurs sur leur logique sociale, en disant qu'en fait les sujets de mobilité sont des sujets éminemment familiaux et personnels, même s'ils sont à cheval sur les sujets pro, parce que les accidents de trajet sont des accidents de travail, et parce que les aménagements, qu'ils soient financiers ou matériels sur le site employeur, va avoir un impact sur la façon dont je me comporte. Mais si je ne suis pas capable de transporter mes enfants, ou si mes enfants ne sont pas capables d'être transportés ou d'être autonomes, je ne vais pas choisir le même moyen de mobilité pour aller au boulot. Et pour faire simple, les Français se déplacent en moyenne un peu plus de 3 fois par jour. Donc, ce n'est pas juste aller au boulot et revenir, c'est potentiellement avoir une conduite, aller faire ses courses et ce genre de choses. Et donc, il faut accompagner ces modes de transport dans leur logique de tournée. Donc, ça veut dire potentiellement mettre à dispo
des vélos pour les enfants. Et donc il y a des programmes avec notamment certains CSE pour avoir des systèmes de location de vélos qui tournent en interne et qui fait que à Noël, on achète un vélo pour l'enfant et puis l'année d'après, on le passe à son collègue parce que notre enfant a grandi et que l'enfant du collègue, il est un peu plus petit. Il y a des systèmes de recyclerie et de ressourcerie. Je pense notamment à Recyclez-moi à Roubaix. Je ne sais pas si vous allez les voir tout à l'heure, mais ça vaut le coup. Voilà, donc, il y a des systèmes comme ça d'encouragement. Il y a des systèmes de formation, il y a des systèmes de ludification autour de l'apprentissage familial. Je sais que notamment les boîtes à vélo avaient fait des coloriages sur des vélos cargo, etc., pour sensibiliser, comprendre que ça existe. Voilà, il y a plein de choses comme ça qui ont des aspects, j'ai envie de dire, un peu hybrides et qu'on va essayer d'accompagner d'une façon ou d'une autre. Après, pour revenir sur comment est-ce qu'on accompagne un consommateur à acheter durable, entre guillemets, c'est le sujet actuel du bio, ça va être le sujet actuel de la mode. Je ne sais pas si vous voyez passer, mais c'est ultra problématique. Donc, c'est un vrai sujet, c'est un vrai questionnement. Comment est-ce que les commerçants peuvent être plus durables et comment est-ce que le fait d'être plus durable est un facteur de compétitivité ? Moi, j'ai pas la réponse. Hein. Je voulais demander, par exemple, est-ce que la ville peut décider ou d'imposer ou au terme d'une concertation, mais par exemple sur les permis de construire. Je veux construire un nouvel immeuble, on va mettre une norme, ou en tout cas on va demander à ce qu'il y ait un aménagement cyclable ou un espace de garage à vélo, etc. Est-ce que la ville a la possibilité de faire ça ou est-ce que ça se décide à un autre niveau ? Ah oui, et c'est obligatoire depuis plusieurs années d'ailleurs. D'accord. Voilà. Nous on a deux manettes pour actionner. On a la manette de travail avec les associations, etc. Et on a l'aspect plus coercitif. Ce qu'on fait à la ville de Lille, c'est que d'abord on crée les bonnes conditions, les pistes cyclables, etc. Qui ont été, quand on a fait le Vélil chez nous, le Vélil est une délégation de service public. C'est pas du privé, c'est Ilevia qui doit gérer ça. Et donc c'est tout l'impact. L'impact, c'est que du coup les vélos, enfin vraiment, vous cherchez un vélo, il y en a. Voilà. Il y a beaucoup de stations sur la ville de Lille, donc du coup c'est pour ça que ça peut bien fonctionner. Et également parce qu'on avait prévu avant les premières bandes cyclables qui maintenant se transforment en pistes. Et donc la manière coercitive, c'est le parking payant. Ça a fait beaucoup grincer des dents durant ce mandat-ci. On avait beaucoup de retours pour le coup négatifs au début. Et après, il y a des habitants qui viennent nous voir. Au final, on a un tarif progressif, donc c'est par rapport aussi aux revenus. Donc ce qui peut revenir, le minimum c'est 10 € par mois pour garer sa voiture. Voilà. Mais au final, les habitants sont satisfaits puisqu'ils trouvent de la place pour se stationner. Et nous, ça nous fait de la place pour nos pistes cyclables. Et puis, j'ai même l'exemple d'un cabinet d'architectes qui me disent au final, c'est mieux parce que maintenant, les clients arrivent, certes encore en voiture, mais détendus parce qu'ils trouvent à se stationner et ils ne sont pas énervés pour les réunions. Donc, au final, tout le monde y trouve son compte. Voilà. On a aussi d'autres actions coercitives au niveau des rues scolaires. On a énormément de rues scolaires sur la ville de Lille où c'est des rues qui sont provisoires, donc c'est-à-dire qu'on ferme devant les écoles à la sortie et à l'entrée et à la sortie des enfants, ou alors on piétonise carrément. Ce qui nous permet d'imposer aux habitants soit de garer la voiture en amont, soit de conduire les enfants à pied ou à vélo à l'école. Et on va dire cocorico, hein, on est souvent premier au challenge de l'écomobilité scolaire. Je pense que c'est un lien. Voilà. On voit de plus en plus d'enfants aller à vélo à l'école. Moi, je me dis c'est vraiment une sécurité parce que ça veut dire que sur les pistes, ça fonctionne, mais que voilà. Que les parents se sentent en sécurité. Les parents se sentent en sécurité au point que les enfants puissent y aller. Bientôt rue de Dunkerque, c'est bon. et donc voilà. Et puis après, il y a toute l'action avec la DAV sur des ateliers de remise en selle, parce que c'est normal, il y a des gens qui ont peur de voilà, et donc du coup, les ateliers de remise en selle, ça vous permet d'être plus sûr sur votre vélo. Faire du vélo, ça s'apprend. Hein, c'est pas... Et puis il y a aussi l'achat, c'est coûteux un vélo. Donc on a tous les premiers mardis de chaque mois ici à la Maison des Mobilités Durables à partir de 17h, je fais
la pub, pour des brocs à vélo. Ou recyclez-moi, à présent Oui, des échanges l'issue de vélo. d'insertion, etc. Vous pouvez même apporter votre vélo que vous voulez vous séparer, ou alors venir en acheter. C'est facile, c'est entre les gares, donc vous pouvez même après l'avoir acheté, le mettre dans le TER et repartir avec. Voilà, donc c'est tout un écosystème autour du vélo qui se fait, et voilà, il y a les plus, les moins, et qui font qu'il y a de plus en plus de vélos sur la voie publique. Ok, merci. Alors, on approche tout doucement de la conclusion de cette discussion. Moi, ce qui me semble intéressant, qui ressort, et c'est un point que je voulais justement faire ressortir avec la variété des invités aujourd'hui, c'est, on a parlé tout à l'heure de multimodalité. Moi, une partie de notre discours, c'est pas de dire il faut que tout le monde fasse du vélo cargo, et si tu roules pas en vélo, t'es pas bien, je veux pas te parler. Mon objectif, notre objectif à travers cette communication, puis ce Tour de France, puis d'aller un peu partout, c'est de montrer que c'est possible. Parce que j'ai souvent entendu des gens, des professionnels notamment, me dire mais non, c'est pas possible dans mon activité. Et ils le croyaient vraiment, quoi, jusqu'à ce qu'ils voient certaines formes de vélo, certains équipements. Savoir que dans certaines villes, c'est possible aussi de se déplacer. Bon, peut-être pas dans la leur pour le moment, mais les choses. Savoir aussi qu'il faut du temps. Voilà, Rome s'est pas fait en un jour, et que je vois les difficultés qu'ont pu rencontrer l'administration Hidalgo, les équipes à Lyon aussi qui font face à beaucoup d'opposition d'une partie de la population, parce que c'est vrai qu'au quotidien, d'avoir des travaux tout le temps qui n'en finissent pas en apparence, ça peut être usant. Donc tout ça, effectivement, sont des grosses difficultés qu'il faut apprendre à dépasser ensemble en s'écoutant. Alors, on va terminer par un tour notable où vous allez me faire part un peu de votre vision, des missions, des enjeux qui sont les vôtres là à court terme, de voir comment vous voyez un petit peu évoluer les choses. Je voudrais que Thibaut, tu en profites pour préciser vraiment le rôle et la mission du programme Marguerite. Alors, déjà par rapport à ce que tu disais sur la dimension... Enfin, je sais plus ce que je voulais dire. Bon, bref, sur le programme Marguerite, j'ai perdu mon cheminement. Donc, le programme Marguerite, mission du programme Marguerite, c'est que localement, donc la CCI, la CMA et la ville de Lille se sont engagés pour convertir des commerçants et des artisans à des pratiques logistiques plus vertueuses. Décarbonées. Décarbonées. En tout cas, Voilà. L'idée, c'est donc, à travers un catalogue de solutions, donc, nous avons lancé en fin d'année 2024 un appel à manifestation d'intérêt à destination de toutes les solutions qui pourraient permettre de répondre à cet enjeu de logistique urbaine pour les commerçants et les artisans. Suite à cet AMI, on a sélectionné un catalogue de solutions. Donc aujourd'hui, on a 14 solutions qui se sont engagées sur le territoire de Lille-Homme-LM à permettre cette conversion des commerçants et des artisans. On a pour objectif d'ici fin 2026 de convertir 136 commerçants ou artisans sur le territoire lillois. Et l'idée, c'est à travers ce sujet, en mobilisant les solutions, les CCI, les CMA, la ville de Lille, tous ces acteurs, donc il y a vraiment ce travail partenarial, c'est d'aller voir les commerçants, les artisans, leur dire allez-y, on peut vous faire tester telle solution. Le programme finance une partie du test, et si vous continuez à utiliser la solution, c'est-à-dire que vous avez réussi à être converti. Okay. C'est vraiment l'esprit du programme. Et comme je disais tout à l'heure, c'est un programme qui se déploie sur d'autres territoires à l'échelle nationale. Tout s'est un petit peu mis en place sur Paris, mais on est le premier territoire sur l'île, le premier territoire provincial à être lancé sur l'île. Oui, on rencontrera les équipes Marguerite à Paris, et ensuite à Nantes, et puis sur d'autres villes. Alors ça, pardon, juste pour terminer, les obstacles, c'est quoi pour accomplir cette mission, pour convertir ces 136 professionnels? Ça me permet de rebondir. Quel est l'obstacle majeur? Non, mais voilà, ça me permet de rebondir sur l'idée que j'avais avant. C'est vrai, voilà, c'est sûr, il y a toute une phase de pédagogie, d'information, de montrer les avantages, parce que finalement, on peut avoir des pratiques plus vertueuses, et on sait que peut-être des fois les commerçants, un des arguments qui va les intéresser, c'est est-ce que ça va me faire gagner du temps, est-ce que ça va me faire gagner de l'argent, et avec les solutions qu'on propose, on arrive à des solutions où on espère pouvoir permettre de faire aussi gagner du temps et de l'argent, de la qualité de vie, enfin finalement permettre à ces commerçants artisans de se focaliser sur leur activité et finalement ne pas avoir à se préoccuper de ces sujets-là.
c'est aussi un gain en termes de sérénité, de bien-être. Et c'est une logique qu'on peut retrouver pour tous les sujets mobilité finalement. Oui. Parce que des salariés qui se déplacent autrement qu'en voiture individuelle, c'est plus de sérénité. Enfin, il y a plein Comme de... les architectes, ils arrivent détendus Voilà, non, au mais bureau. c'est vrai, c'est vrai. Alors, j'ai pas le chiffre précis, mais c'était démontré que des gens qui utilisent justement le vélo, c'est voilà, moins de stress, moins d'arrêt maladie, parce que pour des employeurs, c'est un sujet aussi souvent qui leur Bien parle. sûr. Enfin, pour des gens qui sont pas convaincus par ces sujets, bah, des fois, c'est des arguments qui vont résonner. Voilà, ces aspects de bien-être au travail Ok. et d'employabilité aussi. Enfin, ça permet aussi, il y a aussi un gros sujet, mais bon, on va ouvrir plein de portes. D'accord. Voilà. Merci Thibaut. Jérémy, les enjeux immédiats et les perspectives, tu vois les choses comment? Pour rebondir sur ce que disait Thibaut, je pense que la logistique vélo me semble plus efficace que la logistique traditionnelle, et je pense qu'il faut faire preuve de pédagogie auprès des grands donneurs d'ordre qui continueront et qui continuent actuellement de livrer avec des gros camions quelques petits colis. Parfois ils sont remplis de vide en fait leurs camions, et c'est parce qu'ils ne connaissent pas en fait, je pense. Ils ont une appréhension du vélo qui peut transporter peu de choses. C'est souvent ça en fait, quand on leur dit la capacité de transport, ils sont interloqués en fait par le volume qu'un vélo ou qu'un coursier peut embarquer sur son véhicule à deux roues. Mes grands enjeux là vont être plutôt de travailler sur la rupture de charge et d'essayer de passer à la conteneurisation, c'est-à-dire entre un camion qui me dépose de la marchandise, nous on doit la faire transiter sur un vélo et donc beaucoup faire appel à la manutention et baisser cette manutention qui est fatigante, besogneuse pour les employés. Ça c'est le premier sujet. Et le deuxième sujet, ça va être d'essayer de développer des nano-hubs à différents endroits dans la ville pour raccourcir encore le timing de transport. Aujourd'hui, quand on part de l'entrepôt, on est à 2,5 km à vélo. Ça peut paraître peu, mais sur la journée, ça fait beaucoup de kilomètres à vélo. Et voir si on peut réduire ça encore. Voilà, je sais pas si tu as échangé déjà avec Fleximodal qui propose des oui, c'est une des solutions. Une des solutions. Oui. Il y a des avantages, des inconvénients. Oui. Il y a aussi les Suisses qui ont fait une solution de conteneur qui a été il y a un premier setup européen à Bruxelles qui a été déposé. Et ça, typiquement, c'est des opérations qui doivent se monter avec la ville. Parce que ça suppose des libérations d'espaces de parking. Oui. Oui. Comme il y a moins de voitures, il y a plus d'espace. Normalement, tout devrait bien se passer. Très bien. Merci. Jérémy. Peut-être pour la transition, on a d'ailleurs de nombreux parkings en ouvrage, nos parkings souterrains, qui maintenant prennent de la place sur les parkings automobiles pour faire du stockage de vélos, du parking de vélos longue durée. On parle de continuité cyclable. On a un nouveau maire à la ville de Lille, Arnaud Deslandes. On parle aussi de continuité de politique cyclable. Donc ça, c'est aussi une bonne nouvelle pour tout le monde, c'est qu'on est tout à fait raccord, etc. Et on continue le développement. Alors, le développement, il s'est fait d'abord sur le cœur de ville. Pourquoi ? Parce que c'est là où tout le monde vient. On vient en centre-ville. Et en fait, maintenant qu'on a fait nos rues du Molinel, etc., la rue Pierre-Mauroy, on va maintenant vers les quartiers et vers l'accès sur aller vers une autre ville. Je pense à Fache. On sait que aujourd'hui, on peut aller au stade Pierre-Mauroy voir le match de dimanche, le derby. Oui. On peut y aller à vélo. On a une continuité cyclable parfaite qui a été voulue par la ville de Lille et la métropole pour les Jeux Olympiques. Donc, et le but, c'est de faire ça jusqu'à Roubaix, Tourcoing, etc. Voilà. Ok, très bien, merci. Et donc là, pour les enjeux à court terme, il y a des élections. 2026, c'est une année. Oui, c'est l'année prochaine. Voilà. Très bien. Bon courage pour cette campagne. Les enjeux, les défis.
Les défis, c'est peut-être encore plus de coopération ou de co-construction de programmes, parce qu'on se rend compte que c'est quand même ce qui fonctionne le mieux, parce que ça permet de lever des freins et d'aller chasser entre guillemets en meute, ce qui n'est pas une habitude très française, mais en tout cas d'avoir un rayon d'action un peu plus important. Et l'idée de se dire, si on challenge la voiture individuelle, la camionnette, ou en tout cas les usages motorisés, un panel de solutions. Parce qu'un vélo cargo, ça ne remplace pas une voiture. Vous n'allez pas faire 500 km pour partir en vacances et emmener vos enfants sur un vélo cargo. Alors, il y en a qui le font. Il y en a qui le font, oui, mais ça prend un peu de temps. Ça prend un peu de temps, ça ne rentre pas dans un TER ou ça rentre encore moins dans un TGV. Ça, c'est sûr. Donc, il faut un panel de solutions et il faut un schéma, j'ai envie de dire, encore plus facile. Donc, au niveau national, on cogite sur les logiques de crédit mobilité, sur les logiques de voitures de fonction, etc., pour accompagner justement ce panel de solutions. Et localement, on a besoin d'une collaboration de tous les acteurs. Et donc, des projets qui émergent autour de ça, je pense que c'est pertinent. Il y a le fonds vert qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui peut permettre justement d'accompagner les ZFE. Alors, même si on ne sait pas ce qu'elles vont avoir dans pas très longtemps, mais en tout cas, il y avait des fonds là-dessus pour porter des expérimentations et des projets. Et je pense qu'il faut aller tester, découvrir, sensibiliser et mettre plus de vélos dans les rues, parce qu'on se rend compte que c'est en mettant plus de vélos dans les rues que les gens se disent « Ah bah oui, en fait, si lui, il arrive à faire ça, bah, pourquoi pas moi, et pourquoi moi, je m'y mettrais pas ?» Que ce soit d'un point de vue de pro ou d'un point de vue perso. Super. Eh bien, écoutez, c'est absolument admirable, parce qu'il est midi pile. Donc, je vous avais mobilisé pour 1 heure jusqu'à midi. Je vais vous libérer et respecter le temps que vous m'avez consacré. Merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation. Merci. Félicitations à la mairie de Lille, sincèrement, parce que cet endroit est vraiment remarquable. Voilà, ça donne justement une bonne image et un bon exemple de ce qu'on peut faire pour sensibiliser les populations, créer des lieux où les gens se rencontrent, les accueillir, parce que moi j'ai appelé, on m'a dit bah oui, pourquoi pas, elle peut venir. Donc ça montre une ouverture et en tout cas oui, des initiatives qui vont dans le bon sens. Donc merci Thibaut, merci Jérémy, merci à tous pour votre participation et puis bon courage pour les enjeux et les défis que vous avez devant vous. Quant à nous, eh bien, on vous laisse, on rend l'antenne et c'est notre avant-dernière émission avant le grand départ, puisque cet après-midi, nous aurons un nouvel épisode que nous tournerons précisément à l'Abyssy, dont il a déjà été question, après une petite virée à Roubaix. On va aller rendre visite à quelques acteurs aussi de l'écosystème vélo. Merci de nous avoir suivis. Vous nous retrouvez sur notre chaîne YouTube, La France à Vélo Cargo, sur notre site internet, lafranceavelocargo.fr et sur les différents réseaux. Donc voilà, à très bientôt sur la route ou sur le réseau. Merci.